j'étais marabouté. Moi, j'en suis sûr qu'il m'a montré du pédoporno quand j'étais gamin, en plus Enfin, je sais déjà qu'il m'avait montré du porno, ça, j'en suis sûr. Mais peut-être, j'en sais rien. J'ai des gros blancs, enfin... Je me souviens plus du tout de ces moments-là. Mais parce que, je sais pas, parce que quand j'étais avec... ouais, il y a eu plusieurs moments quand j'étais avec ma sœur dans le bain, où je sais pas, il y avait ce truc... j'étais possédé par des pensées trop bizarres. Épisode 6. Rompre le cycle de la violence sexuelle. Dans les violences sexuelles, il y a les victimes et les agresseurs, mais parfois ce sont les mêmes. Avoir été victime entraîne un risque de devenir bourreau. Les chiffres sont là, les causes aussi. Des victimes non protégées, non reconnues, non crues, non prises en charge peuvent être envahies par la haine et la violence, sentiments qui pourront se retourner contre eux ou contre autrui. En effet, cette souffrance peut s'exprimer par des tentatives de suicide, des mises en danger, des addictions, des automutilations ou bien des violences infligées à autrui. En comprenant ces mécanismes, il est peut-être possible de rompre ce cycle infernal. En effet, enrayer la fabrique des agresseurs sexuels n'est pas une utopie, c'est en tout cas le titre du livre de mon invité, le docteur Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Muriel Salmona, je souhaitais clore ce podcast en traitant dans ce dernier épisode de ce cycle infernal des agressés qui deviennent agresseurs et parler espoir parce qu'il existe, tout comme existe cette réalité des chiffres. Avoir subi des violences dans l'enfance, c'est le facteur de risque principal de subir des violences physiques et ou sexuelles, mais aussi d'en commettre. Oui, oui. Alors, bon, il faut savoir que la majorité des victimes vont continuer à subir des violences et que c'est assez genré dans l'ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, avoir subi des violences physiques et sexuelles pour une femme dans l'enfance, ça multiplie par 16 le risque de subir des violences sexistes, conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Et inversement, chez un garçon, avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance multiplie par 14 le risque de commettre des violences sexistes et sexuelles. Donc, parce que c'est la société aussi, qui genre, et puis c'est parce que effectivement, il y a les victimes sont à plus de 80% des femmes et seulement 20% des hommes. Et pourquoi certaines victimes peuvent devenir des agresseurs? Comment on le comprend? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on traite, ça c'est vraiment important, si on traite les psychotraumas, on va enrayer tout ce phénomène de reproduction de violence, que ce soit des violences qu'on va subir à nouveau ou qu'on va commettre. Donc on a tout intérêt à identifier les enfants, puisque dans 80% des violences sexuelles ont commencé avant 18 ans. Donc c'est les enfants, et souvent très jeunes, qui subissent les premières violences. Donc il faut agir le plus tôt possible pour éviter un système qui se met en place et protéger les victimes et faire en sorte aussi que dès la première agression sexuelle commise par un enfant, ça peut démarrer très, très jeune, intervenir immédiatement. Il y en a du mal à comprendre qu'en ayant subi de tels traumatismes qui sont d'une douleur indescriptible, on puisse le provoquer à d'autres. Alors c'est le problème justement de cette fameuse mémoire traumatique qui contient la victime qu'on a été, mais qui contient aussi l'agresseur. Et que chez les garçons, pour se débarrasser, ce qu'on sait, c'est que reproduire des violences contre soi ou contre autrui permet de s'anesthésier. Donc les garçons vont plus facilement commettre des violences pour s'anesthésier que les filles, parce qu'on est dans une société qui représente les hommes comme étant plutôt des prédateurs sexuels. C'est le porno, là justement on en parle, où c'est les hommes et les femmes subissent, c'est les hommes qui... Donc ils vont s'identifier plus facilement à l'agresseur aussi, parce que c'est un agresseur de même sexe. La plupart des garçons qui ont subi des violences sexuelles, l'immense majorité, c'est des hommes. Il y a parfois quelques femmes, mais dans l'ensemble, c'est des hommes. Donc, ils vont plus s'identifier aussi, parce que la mémoire traumatique, la voix, etc., c'est une voix d'homme. Donc, ça va être plus facile de s'identifier à ça et de reproduire les violences. Et à chaque agression, ils réveillent leur traumatisme? Alors, à chaque agression, non seulement ils réveillent leur traumatisme, mais ils se créent un nouveau traumatisme en agressant. C'est-à-dire que le fait de commettre des violences entraîne un psychotrauma, entraîne une mémoire traumatique. Donc, ils vont avoir une mémoire traumatique qui va en fait enfler, comme une cocotte minute avec toutes les agressions qu'ils vont commettre aussi. Et si on n'agit pas très rapidement, on se retrouve avec des parcours de prédateurs en fait, sexuels. Parce qu'on précise bien qu'il ne s'agit pas d'excuser les victimes devenues agresseurs, mais de comprendre pour que ça s'arrête. Voilà, oui, bien entendu. On n'est jamais responsable des violences qu'on a subies. On n'est jamais responsable des conséquences psychotraumatiques
qui vont se développer, mais on est parfaitement responsable des conduites, des stratégies de survie qu'on met en place, sauf quand on est tout petit. Enfin, je veux dire, bon, les enfants, ils peuvent reproduire les violences avec leur mémoire traumatique quand ils sont envahis, mais très rapidement, ensuite, ils vont contrôler un petit peu ce qui se passe. Et si on intervient tôt, et si on explique à des enfants qui ont commis des premières violences physiques et sexuelles ou sexuelles, et si on leur dit, si on leur explique, on voit avec eux qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête et qu'est-ce qu'ils pouvaient, et que les termes qu'ils ont employés, est-ce que c'est les termes qui leur appartiennent ou est-ce que c'est des termes qu'ils ont déjà entendus? On leur permet de repérer que c'est bien une mémoire traumatique de leur agresseur qui en fait, auquel ils adhèrent et qu'ils mettent en place. Hein. C'était un petit garçon, je expliqué, un petit garçon de 5 ans. Je le vois, il était placé, il avait subi des violences sexuelles, et puis je commence à parler avec lui, et puis il me regarde avec un air, mais vraiment un air d'assassin. Il me dit, je m'en bats les couilles comme ça. Il est 5 ans. Je lui dis tout de suite, mais là, c'est toi qui dis ça? Tu l'as entendu? Qui parle comme ça? Tout de suite, il m'a dit que c'était son père. Et c'était un petit garçon qui reproduisait les violences sexuelles de son père qui avait été commises sur lui, sur les autres enfants. Et du coup, je lui ai expliqué le mécanisme de la mémoire traumatique et que toutes ces images de violences sexuelles, ça ne lui appartenait pas, c'est pas ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, il le reconnaissait qu'il ne voulait pas le faire, mais que comme il était envahi par ça, il le faisait. Il reproduisait. Mais il allait jusqu'à reproduire. Son père, au final, il l'avait jeté par la fenêtre, après avoir agressé, etc. Puis se jeter par la fenêtre. Enfin, je veux dire, il reproduisait. Mais si on explique ça très tôt aux enfants, si on relie ce qu'ils ont commis à des violences qu'ils ont subies ou dont ils ont été témoins parce qu'ils l'ont vu faire, ou témoins par rapport à des... vous savez que maintenant, les enfants voient de plus en plus de vidéos de vidéos pornographiques, voire pédocriminelles, sur les grands sites, et de vidéos violentes. Et on sait que ça multiplie par 24 le risque de passage à l'acte, de comportements sexistes et d'agressions sexuelles, d'avoir vu très jeunes des vidéos pornographiques violentes, enfin avec des mises en scène violentes, comme il y en a de façon très accessible. Donc il faut protéger tous les enfants des violences, bien entendu, et puis il faut les traiter pour éviter justement qu'ils puissent adhérer à cette partie de la mémoire traumatique qui n'est pas la leur et qu'ils puissent récupérer ce qu'ils sont. Voilà, et qu'ils puissent. Et puis il faut aussi une société qui arrête de taper sur les victimes pour dire que les victimes ça vaut rien, etc. Et qui dédouane plutôt les agresseurs, parce que du coup ça alimente aussi ce choix d'aller du côté des agresseurs. Vous dites clairement dans votre livre qu'il y a plusieurs facteurs effectivement qui expliquent cette fabrique des agresseurs sexuels. Donc ne pas traiter les psychotraumatismes, ne pas protéger les enfants des violences sexuelles, et ne pas condamner les agresseurs et laisser régner une impunité quasi totale. Ça veut dire quand même que c'est la société entière qui est en cause, et notamment l'environnement patriarcal. Oui, tout à fait. Entière qu'il faut changer. Quoi, oui, c'est la société, c'est tous les stéréotypes sexistes qu'il faut changer. Nous, on a fait beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'elles sont encore vraiment très... Notre société est encore très imprégnée par tous ces stéréotypes sexistes catastrophiques. C'est une vision de la sexualité violente, prédatrice, qu'il faut complètement modifier. Je veux dire, la violence n'a rien à voir avec la sexualité. Les violences sexuelles, c'est pas du désir, c'est pas une pulsion sexuelle. C'est une volonté de détruire, de nuire, et de dominer une personne, de l'instrumentaliser, de la réduire à une chose. Donc il faut informer sur tout ça, il faut protéger les enfants, et puis il faut se dire que vraiment traiter le psychotrauma, c'est vraiment libérer les personnes de cette mémoire traumatique, ce qui fait qu'ils vont se retrouver avec leur vraie personnalité et ne pas adhérer à la mémoire traumatique de l'agresseur et reproduire ce qu'il fait. Mais d'ailleurs, c'est vraiment impressionnant, parce que quand on prend en charge des jeunes, ils peuvent, même avec des amnésies traumatiques dissociatives, je donne un exemple dans mon livre, où ils peuvent reproduire à l'identique ce qu'ils ont subi tout petit, mais sans savoir qu'ils l'ont subi, mais simplement parce qu'ils ont ces images-là dans la tête, avec en plus une dissociation, donc une absence aussi d'empathie. Enfin, je veux dire que les agresseurs, ils vont détourner le trauma
pour détourner la dissociation à leur propre compte et l'utiliser contre les victimes. Enfin, ils vont utiliser le trauma, justement, pour se débarrasser de leurs problèmes et faire en sorte que ce soit les victimes qui fassent les conduites d'évitement à leur place, par exemple dans les couples et tout ça, ou c'est dans les familles, où c'est celui qui est dominant, il ne faut pas l'énerver, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, sinon ça tombe. Et puis, ou alors passer à l'acte violent pour se dissocier. Hein, et c'est une drogue, une dernière chose, quand on disjoncte, ça produit, je vous avais expliqué au tout début, que ça produisait un cocktail équivalent de la morphine et de la kétamine, qui entraîne aussi un phénomène à la fois de dépendance et à la fois de tolérance. Et que du coup, après, pour pouvoir dissocier, pour pouvoir disjoncter, il faut des violences de plus en plus fortes et de plus en plus graves. Et c'est ce qu'on voit sur la pédocriminalité sur Internet, où on est passé en 2014, il y avait 1 million d'images et de vidéos qui étaient recensées. On en est à 100 millions en 2023. Avec des images de plus en plus horribles, cruelles, avec des enfants de plus en plus jeunes, des choses qui sont de plus en plus violentes. Parce que justement, c'est utilisé pour se dissocier, toutes ces images, et ça va aggraver. Mais c'est valable aussi, vous savez, pour la radicalisation, ces systèmes où les vidéos de terroristes, enfin de Daesh, etc., vont entraîner une mémoire traumatique hyper violente avec des passages à l'acte possibles, etc. Donc il faut lutter contre toutes ces sources de trauma. C'est la société qui doit changer, mais on fait tous partie de la société. Écoutez Ernestine Renet, qui est responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, qui s'exprime sur France Culture dans la série documentaire L'inceste par Johanna Bedeau, épisode consacré au déni de la police et de la justice. Il y a un véritable effort, à mon avis, pédagogique à faire en direction de la société pour que chacune s'autorise à penser l'inceste, à penser que c'est possible. Que, en fait, ce père, ce grand-père, cet oncle, cette grand-mère, ou je ne sais pas qui, que je connais bien puisque je suis de sa famille, que j'aime, peut être quand même un agresseur. On doit, chacun de nous, se remettre en question vraiment sur cette question essentielle. Tout à fait, et ouvrir les yeux autour de soi. Ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun de se préoccuper de ce qui se passe pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour ses cousins, pour toutes les personnes de sa famille, pour toutes les personnes que l'on côtoie dans le cadre amical, qu'on côtoie dans le cadre d'activités ou qu'on côtoie. Il faut poser la question et il faut se préoccuper devant tout symptôme, tout signe de souffrance, tout quelque chose qui paraît pas cohérent, se demander qu'est-ce qui s'est passé et poser la question. Et ça, la Haute Autorité de Santé, là, maintenant, demande aux médecins de poser systématiquement la question pour, par exemple, les violences conjugales. Mais là, on va avoir, ça va être demandé aussi pour les violences sexuelles faites aux enfants. Il faut faire un dépistage systématique, mais que tout le monde doit y participer et tout le monde doit avoir suffisamment de connaissances au niveau du psychotrauma. Vous savez, c'est un peu comme les gestes d'urgence. Qu'on doit savoir faire des manœuvres pour quelqu'un qui est en train de s'étouffer, qu'on doit connaître la position de sécurité, des choses de base pour sauver la vie des gens. Là, il faut connaître un petit peu ce que c'est que la dissociation pour donner des informations. Ça veut dire qu'il faut aussi former les membres de l'éducation nationale, puisque voilà. L'idée, c'est que comme il faut les repérer le plus tôt possible, ces victimes, j'ai bien compris, l'éducation nationale est très impliquée là-dedans. Bah oui, tout à fait. Parce que je rappelle que le signalement est obligatoire devant tout enfant qui est en danger, alors, d'autant plus s'il révèle des violences physiques ou sexuelles, il faut absolument signaler au procureur. Enfin, je veux dire, voilà, oui, mais un enfant qui change de comportement, c'est pas facile à repérer. Non, mais il faut poser la question. Si on n'est pas formé. Oui, si on n'est pas formé, il faut déjà être formé. Et puis, il faut savoir poser la question. Il ne faut pas avoir de peur de la poser. Il faut savoir quoi faire aussi quand on a posé la question. On est en train de faire des modules. Alors là, c'est pour toutes les personnes en situation de handicap, mais ça va être valable qui peut le plus, peut le moins. Ça va être valable pour tout le monde et pour justement expliquer les psychotraumas à tous les professionnels qui s'occupent de publics vulnérables et leur expliquer aussi toutes les conduites à tenir et comment faire et comment agir. Et on sait que plus les gens vont donner des informations sur le psychotrauma, vont comprendre, plus ils vont pouvoir aussi mieux accompagner leurs proches. Et tous les professionnels vont aussi plus
plus on va pouvoir voir les agresseurs aussi, parce que c'est ça aussi, repérer les victimes, c'est pouvoir voir les agresseurs et les empêcher de nuire. Mais c'est vrai que c'est tellement inconcevable qu'on se met à la place d'une institutrice, un des enfants ne va pas bien. Arriver à imaginer que le père, qui est absolument charmant, qu'on voit tous les jours à la sortie de l'école, puisse être un agresseur, c'est un changement vraiment de notre mode de pensée. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a des stéréotypes en tête, effectivement, sur ce qu'est un agresseur. Alors que bon, là, on le voit bien avec le procès Pellico, voilà. Et puis c'est toujours, vous savez, ah oui, mais je comprends pas, il était charmant, c'était un voisin très, très aimable, serviable, etc., etc. Bah oui, je veux dire, quelqu'un qui veut accéder à des enfants, il a intérêt à être très sympa, à donner confiance. Enfin, il est dans une stratégie. Ce qu'il faut pas oublier que les agresseurs, une fois qu'ils sont addicts à la violence, ils vont mettre en place des stratégies de plus en plus élaborées, avec des plans et comment faire. Vous savez que sur la pédocriminalité sur Internet, ils se refilent des guides pour savoir comment sidérer un enfant, le dissocier, comment faire en sorte qu'il puisse pas y avoir de traces justement avec de la soumission chimique, avec des benzodiazépines qui sont mieux relaxantes, comme ça il n'y a pas de traces. Enfin, ils se donnent plein de trucs pour agir. Une fois que l'addiction est complètement mise en place, qu'il y a une mémoire traumatique énorme de violences qu'ils ont eux-mêmes commises, là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué à gérer, même si on peut toujours agir. C'est beaucoup plus... Mais là où c'est facile à agir, et moi j'ai des expériences vraiment très positives, c'est chez les très jeunes, de 10, 12 ans, etc., qui ont commis leur premier passage à l'acte, et si on les prend en charge, et quand on prend en charge un enfant qui fait un passage à l'acte, donc il faut traiter son trauma, etc., il faut rechercher qui est à l'origine aussi de cette mémoire traumatique. Donc ça permet d'arrêter un enfant qui allait agresser plusieurs autres enfants possiblement. Il faut les rechercher d'ailleurs s'il n'en a pas agressé. Et puis ça permet aussi de repérer d'autres agresseurs dans la famille ou dans l'entourage, et du coup de protéger plein de victimes. Enfin, à chaque fois, vous savez, c'est un système qui protège énormément de personnes. C'est toute une façon effectivement de penser où non, c'est pas une fatalité. Oui, on peut agir et on peut être efficace et éviter plein de conséquences gravissimes sur la société. Façon de penser, effectivement, façon de penser qui doit changer aussi, qui est de croire la victime, de Oui. croire en la parole de l'enfant. Il faut bien dire que le procès d'Outreau a quand même perturbé cette avancée qu'on avait de commencer à croire les enfants. Il faut qu'on soit parent, qu'on soit policier, qu'on soit instituteur, il faut croire la parole de l'enfant. Les enfants mentent souvent pour ce genre de choses. Non, en plus, on sait que c'est moins de 6% de fausses allégations. C'est quasiment rien, et que le plus souvent, c'est lié aux adultes qui sont autour plutôt qu'aux enfants. Donc, il faut croire les enfants. Les Outreau, les enfants, ils ont bien été reconnus comme victimes. Enfin, je veux dire, on a fini par penser que après c'était le problème qui est coupable et tout ça. Ça, c'est un problème de justice, et la justice ne détient pas forcément la réalité, la vérité. Donc, il faut absolument croire les enfants. Et il faut arrêter aussi de penser, parce que ça aussi c'est une pensée qui est très 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 ancrée, que c'est la victime qui fabrique l'agresseur, que c'est une victime particulière qui a fait que ce pauvre type est passé à l'acte parce qu'elle a eu telle conduite, elle s'est comportée de telle façon, elle a mis des jupes trop courtes, voilà, etc. C'est plus audible aujourd'hui. Voilà. Alors, mais c'est encore présent, dans les enquêtes, c'est encore présent. Donc les gens, s'ils pensent que c'est la victime qui est responsable de son agression, et ben du coup, ils pensent que l'agresseur, il n'est pas dangereux pour le reste de la société. Alors qu'il est très dangereux pour tout le reste de la société. Et que du coup, c'est pas grave de rien faire, parce que ça ne concerne qu'un agresseur avec une victime. Mais c'est jamais comme ça. C'est ce que vous dites, en légitimant les victimes, on va délégitimer, c'est très difficile, la violence. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la violence n'est pas une fatalité. Et puis, bien entendu, il faut aussi agir contre les inégalités, contre les discriminations, contre vraiment lutter contre toute cette propagande anti-victimaire, valoriser, justement légitimer et valoriser les victimes plutôt que les agresseurs. Enfin, il faut remettre le monde à l'endroit. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que vous dites. Je vais vous citer, puisque je l'avais noté. Les autres moyens pour enrayer la fabrique des violences et des agresseurs sont la prévention, la lutte contre les inégalités, les discriminations et la précarité, ainsi que la lutte contre l'impunité. L'enjeu, c'est de remettre effectivement le monde à l'endroit et de veiller à ce qu'il reste juste, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. Honnêtement, est-ce que vous êtes optimiste ?
Alors, je suis obligée de l'être. Non, c'est pas toujours facile, mais c'est une décision que je prends. Oui, parce que je sais que c'est possible. Voilà, je sais que c'est possible. Après, c'est très dépendant de plein d'éléments, de pouvoir public, de toute situation politique, etc. Et que c'est pas simple. Hein. Et puis qu'on a laissé une telle impunité, qu'on a quand même une quantité d'agresseurs qui sont en roue libre, là, tranquille. Mais je pense que si vraiment on s'y met, et si on s'y met sur un plan qui ne coûte pas si cher que ça, quoi, de repérer les victimes, d'identifier, d'évaluer le danger qu'elles courent, de les traiter, etc. C'est pas des décisions qui sont hyper coûteuses, mais qui vont avoir des conséquences énormes. Et puis, dans quel monde on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où là, on peut avoir peur, particulièrement si on a des filles, hein, puisque c'est une fille sur 5 et un garçon sur 13, c'est les chiffres de l'OMS qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance. Est-ce qu'on veut craindre ça pour ses filles, pour ses nièces, pour aussi ses fils on ne veut pas ça. Et puis, il faut éduquer les enfants et pas les éduquer à devoir se protéger parce que les agresseurs vont faire en sorte qu'ils ne puissent pas se protéger. Il ne faut pas rêver. Mais il faut les éduquer à comprendre la réalité, comprendre le trauma, pouvoir parler, pouvoir tout de suite savoir qu'une situation n'est pas normale, etc. Ça, on peut vraiment. Et puis, éduquer, et puis lutter contre la pornographie violente parce que ça, franchement, c'est gravissime. Et on sait que les jeunes de 18 à 24 ans ont beaucoup plus de stéréotypes sexistes que tous les autres parce qu'ils ont été biberonnés à la pornographie. On retiendra votre espoir, on en a besoin. Merci infiniment, Muriel Salmona. Je rappelle votre livre édifiant, Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels chez Duno. Ce podcast a été réalisé par Thomas Jost avec Grégory Vallon au son, Aymeric Lemaître à la vidéo. Et vous pouvez évidemment retrouver les différents épisodes sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment aussi. Carnet de santé, un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.